Permettez-moi tout d'abord de remercier la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour m'avoir donné l'opportunité de présenter quelques résultats obtenus par mon équipe et qui concernent l'étude sur l'anosmie et la gueusie chez les patients atteints de Covid-19. Pour ce faire, ma présentation se concentrera sur une introduction générale, principalement sur ce symptôme, bien sûr. Ensuite, l'explication du principe physiologique, pourquoi apparaît cette altération et comment. Ensuite, les facteurs de risque liés à l'apparition de l'anosmie et ou de la gueusie. Et puis après, un petit aperçu sur les résultats trouvés à l'échelle internationale et nationale. Et je terminerai par la présentation de notre propre étude qui porte sur les différents paramètres cliniques et biologiques, ainsi que sur la corrélation de cette altération avec les différents paramètres. Donc, l'anosmie avec ou sans agueusie est l'un des principaux symptômes les plus observés chez les patients Covid-19. Il peut être le signe initial de la maladie ou rester isolé chez certains patients aussi symptomatiques, présentant potentiellement un signe précoce de pronostic. Fait intéressant, cette perte fonctionnelle peut être partielle ou totale et la période de persistance peut être courte ou allant jusqu'à plusieurs mois chez certains patients. Elle est le résultat de l'interaction entre le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, la CE2, épithéliale olfactive ou de la langue, et la protéine SPAC-S virale. En termes physiologiques, les mécanismes physiopathologiques sous-tendant la survenue de l'anosmie et de la gueusie et ou la gueusie se résument en une inflammation persistante de l'épithélium qui se traduit par l'infection avec ou non la mort de cellules sustentaculaires, plus une inflammation locale, et une inflammation persistante du système nerveux olfactif suite à une dysfonction ou un dommage des neurones olfactifs avec ou non la mort des cellules ou des neurones olfactifs. En effet, après l'interaction entre l'ACE2 et le virus SARS-CoV-2, et donc l'infection virale, le mécanisme de la perte de l'odorat se réalise d'une manière chronologique selon différentes étapes. Ça commence par la perte des cils olfactifs portés par les neurones sensoriels. Après, le virus atteint les neurones sensoriels et là, d'où leur infection. Ensuite, une désorganisation de l'épithélium olfactif va avoir lieu. Elle est suivie de l'invasion du virus dans le premier relais cérébral du système olfactif et ça se termine par une neuroinflammation et par l'installation de l'ARN viral dans plusieurs régions du cerveau. Concernant les facteurs de risque, différentes études ont démontré que la prévalence de l'anosmie liée à la COVID-19 varie d'une catégorie d'âge à l'autre et survient rarement dans les deux groupes d'âge extrêmes et est plus fréquente chez les personnes âgées de 40 à 50 ans. Et puis, sachant que les cellules sustentaculaires expriment le volume le plus élevé de récepteurs ACE2 dans l'épithélium olfactif, liaison dégénérative secondaire à l'âge de ces cellules pourrait expliquer l'incidence moins importante d'anosmie chez les patients âgés de plus de 50 ans. Du côté sexe, les données épidémiologiques indiquent que les femmes sont plus susceptibles de souffrir d'un dysfonctionnement olfactif lié à la COVID-19. Ceci pourrait être expliqué par le fait que le gène récepteur de l'ACE2 et d'autres gènes du système immunologique sont surtout localisés sur le chromosome X. Le troisième facteur de risque, largement discuté, est la sévérité de la maladie. En effet, des études épidémiologiques liées à l'anosmie de la COVID-19 ont démontré une implication olfactive moindre chez les patients atteints d'une infection modérée à grave. À cet égard, différentes études ont été menées aussi bien au niveau mondial qu'au Maroc. À l'échelle internationale, une étude réalisée en Europe et plus précisément à Paris auprès de 390 patients a montré que 19% des sujets étudiés ont développé une obstruction nasale et puis 33% ont présenté une perte partielle de l'odorat, 33% ont déclaré des problèmes de goût.
Ainsi, différents degrés de la perte partielle d'odorat ou du goût ont été également enregistrés chez les patients en Arménie. Cependant, seulement 2,97% et 1,49% ont déclaré une perte totale de l'odorat et du goût respectivement. À Venise, sur la base des résultats d'une étude portant sur 268 patients Covid-19, 69,8% des cas étudiés ont déclaré un dysfonctionnement sensoriel, 56,7% ont présenté une altération olfactive et gustative, alors que respectivement 7,1% ont déclaré une déficience donc olfactive isolée et 6% un trouble du goût isolé. Concernant la population indienne, sur un effectif total de 250 patients, une prévalence de 71,6% a présenté un trouble olfactif dont la majorité était des hommes. En Turquie, 23,3% des cas atteints ont développé une perte totale de l'odorat. Aux États-Unis, à New York plus précisément, ces troubles sensoriels ont concerné surtout la jeune population avec des prévalences de 58% pour l'anosmie associée avec la gueusie et 5,5% pour l'anosmie seule, 36,5% pour la gueusie isolée. À l'échelle nationale, une étude qui a été réalisée à Casablanca chez 118 patients atteints du virus a montré qu'au total, 69,4% des cas présentent une perte totale ou partielle de l'odorat. Au contraire, sur un nombre proche de patients recrutés à la province de Ibn Saleh, seulement des prévalences de 4,6% ont présenté une anosmie, une perte partielle du goût. Donc, sur la base de ces données scientifiques nationales et internationales, démontrons la relation causale entre l'infection au SARS-CoV-2 et la perte du goût partiel ou entière de l'odorat et du goût. Donc, notre équipe s'est penchée sur l'étude de ces troubles chez les patients marocains atteints de la COVID-19 dès l'apparition de la pandémie. Des premiers résultats ont été présentés lors de manifestations scientifiques, lors par exemple de la 9e édition de Diabète Morocco en 2020, et puis des journées francophones de nutrition en 2020 et également donc, dans d'autres manifestations scientifiques en 2021. Donc les premiers résultats qui ont concerné l'étude de l'anosmie et la gueusie chez la population marocaine atteinte de COVID-19. Et puis nous avons publié ces premiers résultats dans Frontières en physiologie en 2020, et puis dans le E3S Web of Conferences, et puis dans Nutrition clinique et métabolisme. Les résultats, vous pouvez les trouver par la suite sur Scopus. Bien sûr, ce sont des revues indexées, Scopus et PubMed. Donc, ce travail de recherche a été mené dans le but de décrire les caractéristiques cliniques des patients marocains COVID-19 et essentiellement pour analyser l'apparition ou non de l'anosmie à gueusie chez ces patients, ainsi que la corrélation avec d'autres paramètres cliniques et biologiques étudiés. Donc, l'essentiel, c'est de voir quelles sont les corrélations entre les différents paramètres et ces symptômes de perte de goût et de l'odorat. En effet, il s'agit d'une étude transversale descriptive non interventionnelle basée sur l'analyse d'une base de données comprenant des données de 2839 patients âgés de 18 ans et plus admis à la clinique Vinci à Casablanca. Et puis, nous avons travaillé également sur un sous-échantillon de 108 qui a été concerné par les analyses biologiques. Alors, je saisis très rapidement cette occasion pour remercier très chaleureusement professeur Jafar Haikal pour avoir mis à notre disposition, à toute l'équipe de recherche, cette base de données et avoir permis justement d'analyser, d'élaborer des questionnaires et de recueillir des informations très, très intéressantes qui ont constitué pour l'équipe une mine d'or et puis qui va permettre très prochainement de sortir plusieurs publications à cet effet-là. Donc, les données, comme je disais, ont été collectées à l'aide d'un questionnaire organisé en différentes sections. Nous avons la section A qui a concerné l'identité du patient, la section B pour les mesures anthropométriques et la section C pour les paramètres biologiques et cliniques. Donc, 30, comme je disais, c'était une mine d'or finalement parce que pour chaque patient, 30 paramètres ont été collectés et analysés au cours du protocole de prise en charge des patients. Donc, concernant l'examen clinique, le contrôle de la consommation du tabac, de l'alcool, et puis donc les comorbidités, les symptômes ont été la symptomatologie, agueusie
agueusie et anosmie, les céphalées, donc plusieurs paramètres ont été recueillis lors de l'examen clinique. Pour l'examen biologique qui a concerné les 108 patients, donc la NFS, la numération classique, et puis donc la protéine C réactive, la créatinine, les taux de prothrombine, on va voir quels sont les différents paramètres biologiques qui ont concerné cette partie. Donc, pour les principaux résultats, cette étude a montré que 41,6% des patients présentent une obésité modérée à sévère. Et puis, au total, 40% des patients présentaient au moins une comorbidité, l'hypertension étant la plus déclarée avec 14,2%. Alors, les résultats concernant l'obésité vont être, je ne vais pas les détailler ici parce qu'ils vont être détaillés plus précisément par Madame Fedwa-Bullo qui va traiter ce point avec plus de précision. Alors, pour les manifestations cliniques courantes, donc elles comprennent en termes d'importance l'asthénie, les maux de tête, les myalgies, la toux, la fièvre et des atteintes pulmonaires. Dans l'ensemble, l'anosmie et l'agueusie ont été rapportées respectivement chez 41,7% et 39% des patients. Concernant la distribution des patients avec des troubles chimiosensoriels en fonction des comorbidités et de la symptomatologie, nous avons noté que le dysfonctionnement olfactif était plus prononcé chez les patients âgés de 30 ans à 44 ans avec un pourcentage de 16%. Les femmes représentaient 23,8% et puis les patients en surpoids 18,3%, avec l'absence de toute différence significative pour les différents symptômes et les différentes comorbidités, sauf pour les maladies cardiovasculaires et le diabète qui sont plus présentes chez les non-anosmiques, les personnes qui n'ont pas développé d'anosmie. Tandis que pour le trouble gustatif, les différences significatives pour la majorité des comorbidités ont été observées entre les patients avec agueusie et les patients sans agueusie. Et aucune différence significative en fonction de la symptomatologie n'a été signalée entre les deux groupes. Concernant les paramètres biologiques traités chez la cohorte des 108 patients, nous n'avons noté aucune différence significative pour la majorité des paramètres entre le groupe avec dysfonctionnement chimiosensoriel et le groupe sans dysfonctionnement, excepté pour les taux des dédimères et la troponie. En perspective, nous prévoyons d'étendre nos études aux axes suivants, donc l'étude de la durée et de l'intensité de la perte du goût et ou de l'odorat, afin de compléter la section D du questionnaire en utilisant des kits spécifiques de perception des différents goûts et odeurs, et aussi la partie qui a été présentée par mademoiselle Maha Chaibi, qui est l'étude du polymorphisme génétique de l'ADN génomique afin d'élucider les mécanismes moléculaires qui est derrière ces altérations de perception du goût et de l'odorat. Donc, finalement, c'est un projet global avec plusieurs paramètres. Il y a la composante symptomatique, la composante clinique, biologique et la composante génétique. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment.